Votre méthode est-elle applicable pour les enfants ayant des troubles dys comme dyslexie, dysphasie, dyspraxie et dyscalculie et pour les adultes en reprise d'études ou pour eux gérer leur quotidien, dodo, boulot, métro? Voilà. La dernière partie de ta question, gérer leur quotidien, dodo, boulot, métro. En fait, non, moi c'est finalement pour tous les apprenants. C'est les personnes en situation d'apprentissage, hein, on est d'accord. Hein. Alors, est-ce que c'est valable pour les adultes et tout ça? En fait, je me suis rendu compte, si vous regardez les titres de mes vidéos, c'est quoi? C'est comment mémoriser, comment se concentrer, quel cours faut-il travailler davantage, vous voyez? En fait, tout ça est valable que ce soit en primaire, en secondaire, à l'université et plus tard. Hein. Finalement, aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais l'apprentissage, c'est toute la vie. Tu crois que ce sera à la fin de tes études que tu as fini d'apprendre? Point du tout. Point du tout. En fait, des futurologues estiment qu'en 2050, par exemple, quelqu'un qui terminera ses études aura 14 activités professionnelles différentes dans sa vie. Ça veut dire que 13 fois, il doit rebondir, tu vois. À 13 fois, il doit réapprendre. Hein? Donc aujourd'hui, l'apprentissage, c'est toute la vie. Et donc mon site et mes activités, je crois que c'est valable pour tous les âges. Et l'étudiante la moins jeune que j'ai eue avait 64 ans. Elle est en 3e année en psychologie à Louvain-la-Neuve. Et elle allait devenir sexologue à 66 ans. J'ai pris rendez-vous. À 66 ans, elle voulait devenir sexologue, au final, et à 66 ans, pourquoi pas. Aujourd'hui, dans les unifs, il y a des gens de 80 ans qui suivent des cours. Hein. Ouais, parce que sinon, avant on était mort à 80 ans, maintenant il y en a encore qui ont toute leur tête. Donc c'est valable pour tout le monde, je pense. Faut-il utiliser votre QQ-OQ-CPCC lorsque nous sommes au cours? Pourquoi? Alors, il y a des variantes au QQ, au QCPCC. En fait, pour les plus petits, maintenant, j'utilise le QQ, c'est occupé. QQ, c'est occupé, ça passe mieux. Comme si tu étais à la toilette et tu dis, tu dois aller à la toilette et tu es occupé, et alors tu dis merde. Alors, en fait, soyons précis. Moi, je dis à mes élèves, tu dois écouter au cours en te posant des questions. Tu dois avoir une écoute questionnante. Parce qu'il y a des études très, très précises, de Giordano notamment, qui ont montré que quelqu'un qui écoute en se posant des questions comprend plus vite. Mais derrière ça, il retient surtout. Il peut avoir des notes directement structurées. Et se poser des questions, ça permet aussi de se concentrer. Plutôt qu'à l'examen de me dire, qu'est-ce que c'est que ça pour une question de... Hein? Et me décourager, je me demande, tiens, qu'est-ce qu'on me demande ici? En quelle unité ça va s'exprimer? Qu'est-ce qu'on me donne? Est-ce que je connais une formule qui reprend les deux? Est-ce que j'ai déjà fait un exercice du genre? Eh bien, ça permet de se concentrer et pas paniquer. Tu vois? Donc, se poser des questions, c'est vraiment une recette magique, recette miracle. Et en fait, moi, je dis, tu dois avoir une écoute questionnante et tu dois même avoir une lecture questionnante. Quand tu lis quelque chose, pose-toi des questions, hein, qui, quoi, où, quand, dont, pourquoi, et tout ça, et en fait, voilà quoi. Donc, se poser des questions, c'est une recette miracle dans la vie. Ta femme tire la gueule, demande-toi pourquoi. Hein. Alors, il y a des mecs qui ne se demandent pas pourquoi, et ça amène à des divorces. Quel est le meilleur endroit pour étudier, même si nous avons bien entendu, pas de technologie autour de nous? Vous avez bien entendu ça? Oui, moi je ne sais pas. En fait, il faut réfléchir et se connaître. Par exemple, les kinesthésiques, souvent, ils travaillent dans la salle à manger ou dans le salon. Parce que ce qu'ils n'aiment pas, les kinesthésiques, c'est de se sentir seuls. Hein? Alors, plutôt que de travailler tout seul dans leur chambre, ils préfèrent aller travailler dans la salle à manger ou dans le salon. Mais suppose que tu travailles dans la salle à manger et que tu as ta grand-mère qui rentre dans le fauteuil. Tu as le chien qui aboie, tu as la télé qui marche à fond. Est-ce que c'est un environnement intéressant, ça, pour travailler? Non. Donc moi, je dis aux kinesthésiques, rentre dans ta chambre, mais laisse la porte entrouverte, comme ça tu entendras quand même, tu ne te sens pas seul, quoi. Tu entends les bruits de la cuisine et tout ça. Alors le visuel, vous vous rappelez, le visuel et tout ça, le visuel qui met son bureau devant une fenêtre, c'est idiot pour moi parce qu'en fait, le visuel est dérangé par quoi? Par tout ce qui bouge. Donc tu as mis ton bureau devant ta fenêtre, tu fais tes maths et tout à coup il y a un petit oiseau qui passe et toute l'attention part avec lui. Hein?
C'est ça, hein. Alors l'auditif, il est dérangé par quoi? Par le son. Par le bruit. Donc, encore une fois, hein, plus tard, vous direz dans la bibliothèque. Pourquoi la bibliothèque? Parce qu'il fait calme, hein. C'est ça. Donc, l'idéal, pour moi, c'est la chambre. Mais il y a des élèves qui n'ont pas de bureau dans leur chambre. Alors, moi, je dis aux parents, s'il n'y a pas de bureau dans la chambre de l'élève, ça veut dire qu'il n'y a pas de place de l'école dans la maison, quoi. Okido? Aujourd'hui, vous gérez une ASBL Cognosco qui développe une méthode de travail pour les jeunes. Pensez-vous changer d'orientation à un moment? Pourquoi? En fait, non. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, dans ma vie professionnelle, j'ai eu 7 ou 8 métiers différents. Et là, ça fait 13 ans que j'ai découvert un métier où je vais dans les écoles, les mains dans les poches, en sifflotant. Je ne dois pas préparer une demi-minute la veille. Par rapport au prof de français, ça lui fait mal. Et en fait, pour moi, c'est plutôt devenu une passion, un bonheur à l'état pur. Et j'espère qu'à 75 ans, je continuerai toujours à faire ça, quoi. Et je sais une chose aussi, c'est que mon impact sur les élèves, c'est parce que je suis quelqu'un de l'extérieur. Si les parents disent la même chose que moi, ça ne passe pas, hein. Si les professeurs disent la même chose que moi, ça rentre et ça sort, hein. Et alors je peux le faire aussi autrement que les profs. Parce que tu vois, faire le clown comme ça, déconner tout le temps, c'est difficile. Ce serait difficile pour un prof de faire ça, parce que lui, il doit vous avoir toute l'année. Hein? Moi, après 2 heures, c'est fini. Voilà, merci à toi pour la question. Au fait, pourquoi l'appeler Cognosco? Ah, ben parce qu'en fait, avant, ça s'appelait SOS Échec. Pourquoi SOS Échec? C'est parce qu'en fait, j'ai été une fille un jour, Camille, dont je parle dans les vidéos. C'était le 2 ou le 4 août 2004. Et Camille, elle avait 9 examens à présenter, des examens de passage, mais en première année à l'UNIF. Et en fait, 9 examens, c'était énorme par rapport à son année. Hein. Et en fait, je vous passe les détails, mais je l'ai aidée pendant 1h30. Il a fallu 1h30 pour que je comprenne qu'elle était plutôt du soir, elle. Et donc je lui ai dit, tu vas travailler dorénavant au mois d'août, tu te lèves vers midi 1h et tu travailles de 14h à 1h, 2h du matin. Parce qu'elle travaillait de 9h à 18h, un truc comme ça. Et en fait, elle a réussi son année. Et c'était la première année qu'elle réussissait, elle avait 24 ans depuis qu'elle était sortie d'Humanité, quoi. Alors, sa mère, c'était la rédactrice en chef de Femmes d'aujourd'hui. Là-dessus, elle m'a fait un article d'un quart de page qu'elle avait appelé SOS Échec. Et ce petit article d'un quart de page dans Femmes d'aujourd'hui que ta grand-mère lit, tu vois, en fait, ça m'a apporté 300 étudiants en 2005. En 2008, toujours tous les étudiants, des grand-mères qui me téléphonaient avec l'article en main, quoi, qu'elles avaient découpé. Alors, quand on a créé l'ASBL en 2006, en fait, on l'a appelé SOS Échec. Mais c'était un peu triste, hein. Je l'ai regretté tout de suite. Parce qu'en fait, c'est comme si c'était un échec. C'est con, hein. Alors, cognosco, ça veut dire quoi en latin? Connaître. Connaître, apprendre à connaître. Et je ne sais plus quel auteur cite « J'apprends à connaître une ville » en découvrant d'abord les artères principales, les sites principaux, puis petit à petit on rentre dans les détails. J'apprends à connaître, mais je le regrette aussi aujourd'hui parce qu'en fait, je remarque qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce mot-là. Alors quand j'explique l'adresse au téléphone avec madame qui... Cognosco comment? Alors je crois que je vais changer le titre et je vais mettre « Je gère mes études ». .com. .be, c'est un peu triste parce que j'aimerais bien travailler en France aussi. Ou alors .org, parce que .org, ça parle d'organisation. Je ne sais pas si ça vous parle, .org. Quel est le post-fixe, là, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le plus intéressant pour vous, que vous connaissez le plus? .be? .com? Ça va. Merci pour votre avis. De rien. Les 3 types de mémoire, visuelle, auditive, kinesthésique, fonctionnent différemment. Est-ce possible d'expliquer afin que nos copains et nos parents comprennent si, par exemple, je reste 10 minutes au téléphone avec mon copain pour vérifier ma compréhension?
Pour les étudiants ignorant leur mémoire, on peut les renvoyer sur votre site, il y a un questionnaire. Voilà, effectivement, sur mon site, il y a des vidéos et des documents téléchargeables gratis, dont le questionnaire visuel auditif kinesthésique et les conseils qui vont avec. La prise de notes et la révision, hein, tu vois. Alors, pour l'expliquer, c'est simple. En fait, le message que je dis dans la vidéo, c'est qu'on n'est pas l'un ou l'autre. On est tous visuels, et on est tous auditifs, et on est tous kinesthésiques. Simplement, il y en a qui ont des dominantes. Hein, c'est un peu ça. Alors, en termes d'apprentissage, le visuel, il apprend en voyant. Hein. Il se rappelle souvent que la question que le prof pose, il voit ça dans sa tête, c'est la page 37 en haut à droite. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Tandis que l'auditif, il apprend plutôt en entendant. Donc, tu passes 10 minutes à ton copain qui t'explique. C'est un son que tu entends. Si tu es plutôt auditif, c'est génial. Hein. Et alors, le kinesthésique, c'est drôle, mais lui, il apprend plutôt en faisant. Et si je devais apprendre des fractions kinesthésiques, je vous ai dit ça, hein, je lui apporterais une tarte. et découper la tarte, et je lui poserai des questions là-dessus, et c'est en faisant que ça lui plaira le plus. Dans l'école, il n'y a pas beaucoup de cours, on doit faire, madame. Hein? Et ici, vous faites une émission de radio, c'est génial. Alors, la différence aussi, c'est que par exemple, au niveau des valeurs, le visuel est plutôt dirigé vers sa réussite à lui. Et ça sert dans les études. Tandis que l'auditif, il est plutôt dirigé vers la logique. Souvent, un auditif, il faut qu'il comprenne. Tant qu'il n'a pas compris, il n'est pas content. C'est souvent l'auditif qui pose des questions. Et ça, c'est intéressant pour les études aussi. Hein. Tandis que le kinesthésique, lui, il est plutôt orienté vers le plaisir, le bien-être et le confort. Et les études, ce n'est pas que du plaisir, du bien-être et du confort. Hein. Donc c'est souvent, chez SOS Échec, on avait à peu près 60% de kinesthésique. Mais c'est parce qu'on s'appelait SOS Échec. Hein? À l'approche du certificat du premier degré, quels seraient les 5 conseils que vous nous donneriez ? J'ai réfléchi. Que 5 ? Bah, si vous en avez plus, pourquoi pas, mais... Bon, alors, je suis désolé, hein, c'est des conseils... dur à entendre, éventuellement. Alors, le premier conseil, c'est travail tous les jours, 6 jours sur 7. Je réfléchis à ce que je dis. On va dire à 13-14 ans, travaille 5 jours sur 7, de 8 à 10 heures. De 8 à 10 heures. Ça vous paraît beaucoup, 8 à 10 heures? Mais tu fais 8 heures à l'école, alors qu'est-ce que je te dis? Tu fais entre 8 heures à l'école, et après tu fais entre 0 et 2 heures chez toi. Je commence à 0, hein. Jusqu'à 2 heures chez toi. Alors, est-ce que ça vous paraît beaucoup, 10 heures? Ce ne l'est pas, parce que c'est des heures de 50 minutes. 50 minutes fois 8, ça fait 400 minutes, ça fait 6h40 réelles. Ça va, hein? 50 minutes fois 10, ça fait 500 minutes, ça fait 8h20 réel. Un horaire de fonctionnaire, hein, madame? Quand vous êtes indépendant, vous travaillez plus que 8 heures, hein, réel. Alors, 8 à 10 heures par jour, ça paraît beaucoup, mais c'est l'UNIF qui dit ça. C'est l'UCL qui dit à l'UNIF, il ne faut jamais y passer 10 heures par jour. Parce que sinon, tu t'épuises normalement. Alors moi, je demande à tous les directeurs d'école que je visite, les premières, vous leur demandez combien d'heures de travail à la maison. Et je me rappellerai toujours M. Jean Kers, préfet de l'Athénée de Jean Blou, qui me dit, moi, monsieur, en première, je leur demande un quart d'heure à la maison, en deuxième, une demi-heure, en troisième, 45 minutes, en quatrième, 1 heure, puis 1h15 et 1h30 en sixième. Et par contre, monsieur Voglet, qui était directeur à Saint-Pierre-à-Uccle, c'est pas le même genre d'école, en fait, lui me disait, en première, on leur demande 1h30. Hein. Donc, en fait, mon petit gars à Saint-Pierre fait le même boulot que mon petit gars à l'UCL, à l'université, quoi. C'est un peu ça. Hein. Donc, premier conseil, de 8 à 10 heures tous les jours. Dans les études supérieures, c'est 6 jours sur 7. Alors, le deuxième conseil, si tu n'as pas compris aujourd'hui, au cours, c'est aujourd'hui qu'il faut te bouger pour comprendre. Parce qu'aujourd'hui, tu te rappelles encore quasiment tout ce que le prof t'a raconté, quoi.
Tandis que demain, tu auras perdu à peu près 30%. Après-demain, tu auras à peu près perdu 60%. Ce sera plus dur pour comprendre. Hein? Donc aujourd'hui, c'est le jour idéal pour comprendre. Si je n'ai pas compris, je me bouge aujourd'hui pour comprendre. Le troisième conseil, ça vous paraît bizarre peut-être aussi que je vous dise ça à votre âge, mais il faut faire des résumés, des synthèses. Et moi, je disais à une préfète, madame, je ne sais plus comment, à la préfète de Jambes, à l'Athénée de Jambes, je lui disais, mais ma méthode est basée sur le résumé, la synthèse, madame. Vous me demandez de former vos premières au début. Hein. Elle me dit, oui, mais ils doivent quand même faire des petites synthèses. Donc, en fait, faire des synthèses, ça sert à quoi? Ça répond à des questions de synthèse. Ça permet de répondre à la question large. Parce que vous avez beaucoup plus de questions de synthèse que nous à notre époque. C'est des questions larges qui commencent souvent par un verbe du genre « décris-moi tout le bazar, explique-moi tout le bazar ». Tu vois, cette question-là, si tu n'as pas préparé à l'avance, ça va être dur à l'examen. Donc voilà pourquoi je dis qu'il faut faire des résumés, des synthèses. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que mes étudiants, un peu plus âgés que vous, hein, mes étudiants qui font des résumés et des synthèses, et parce que c'est difficile à faire, quand ils l'ont fait, les 3 quarts du temps, ils ont retenu. Tandis que ceux qui n'ont pas fait ça, souvent ils doivent étudier par cœur, le par cœur pur et dur, bête, sans comprendre. Atroce. Donc faire des résumés synthèses, tu t'entraînes à répondre à la question de synthèse, et en même temps tu retiens. Waouh, ça vaut la peine. Hein. Tu vois? Alors le 4e conseil, mais j'en ai 9. Hein. Les cours difficiles, la veille tu reliras. Hein? Amen. Et alors, surtout, écoute en te posant des questions. Hein, et structure. Hein, parce qu'en fait, par exemple, il y a des profs qui ne sont pas du tout structurés, hein, à l'UNIF. Hein, des syllabus, les bouquins que les élèves reçoivent, où il n'y a même pas de table de matière. Et le seul truc, c'est que de temps en temps, il y a un truc qui est souligné, mais sinon, 80 pages comme ça, de texte en continu. Alors là, tu dois structurer toi-même le texte qui n'est pas structuré au départ. Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la mémoire adore tout ce qui est classé logiquement, trié logiquement, rangé logiquement. Tu vois? En un mot, tout ce qui est structuré. Voilà mes conseils. Simplement, dans le résumé, je vais dire une autre chose. C'est que moi, je distingue, et je t'invite à le faire, les idées et les données. Les idées, par exemple, ce qui est rare et cher. La crise de 39 a eu comme conséquence de ceci. Tu vois? Ça, ce sont des idées. Tandis que les données, c'est par exemple les 5 éléments de la fleur en biologie, les verbes irréguliers en irlandais, les noms et les dates en histoire, tout plein de choses comme ça. Et là, moi, je les mets sur des fiches. Vous avez compris ça? Oui. Je les mettais sur des fiches, les données. Parce que dans les résumés, en fait, si vous regardez dans vos cours, il n'y a pas 52 idées, hein, il n'y en a pas beaucoup, en fait, souvent des idées. Par contre, il y a tout plein de données que souvent tu devrais maîtriser, tu devrais connaître. Alors là, tu les mets sur des fiches et tu les étudies, ces fiches-là. Tu vois? Donc, je distingue fortement idées et données, moi. Je ne le vois dans aucun bouquin. Merci. Bon, j'en ai d'autres, mais je me les garde. Vous parlez de techniques de respiration pour retrouver son calme lors d'un examen. Et cette technique peut-elle s'appliquer dans la vie quotidienne contre le bégaiement? Absolument. En fait, moi, je dirais ça d'une formation en pleine conscience. Vous connaissez la pleine conscience? Non. Le mindfulness. On en parle partout. Voilà. Comme la grenouille, ils font ça aussi. Hein. Et Petit Bambou, c'est ça aussi. Et toutes ces techniques-là de détente, en fait, sont basées sur je me ressens sur ma respiration. Tu vois? Et sur les sensations que je ressens dans mon corps en respirant. Mon ventre qui se gonfle. Mon dos, tu vois? Je sens mon dos qui bouge quand je respire. Tu vois? Les reins et tout ça. Hein? Eh bien, ça, c'est une manière de se calmer. De ne pas stresser. Éliminer le stress. C'est un peu ça l'idée. Donc se recentrer sur la respiration, je conseille ça à tout le monde, à tous les âges. Hein? Toutes les techniques sont basées sur le contrôle de la respiration. Et alors il y a un autre phénomène que vous connaissez peut-être certains, c'est l'hyperventilation. C'est les gens qui respirent trop fort. Et en fait, tu as ça par exemple quand tu gonfles un matelas pneumatique avec ta bouche.
Tu vois, c'est dur, tu souffles fort et après tu as la tête qui tourne. Et ça arrive aussi aux examens écrits, on a tout plein d'étudiants qui ont ça. C'est en fait qu'ils ne font pas un effort du tout puisqu'ils sont assis, ils attendent que l'examen commence et ils respirent juste un peu trop vite. Et ils commencent à avoir la tête qui tourne, la boule, ils ont l'impression que leur gorge s'endort, des picotements dans les doigts. C'est ce qu'on appelle une crise d'hyperventilation, et l'hyperventilation mène à... C'est la source de 2/3 des crises d'angoisse dans le monde. Et en fait, donc, qu'est-ce qu'on dit? Tu contrôles ta respiration en bloquant, par exemple, ta respiration 3 secondes, et puis tu relâches jusqu'au bout, tu vides bien, tu bloques 3 secondes. Quand tu as l'impression de manquer d'air, c'est difficile à faire. Et puis tu fais comme ça pendant 2-3 allers-retours comme ça, et après tu as récupéré ton souffle. La respiration, c'est génial. Moi, je vois des étudiants qui commencent leur examen et qui ne respirent pas du tout, quoi. Ils vont très vite. D'ailleurs, ils se plantent complètement. Et en fait, j'ai entendu un jour un voisin qui disait à l'autre, mais t'as oublié de respirer, hein? Je t'ai écouté, t'as oublié de respirer. Voilà. La respiration est fondamentale. Merci. Avez-vous une autre activité en dehors de ce travail? Si oui, laquelle? Je ne fais rien d'autre. Je m'y consacre à 100%, c'est-à-dire que pendant la nuit, toutes les nuits, je me réveille, même pendant le week-end, parce que j'ai des idées. Et en fait, à part ça, je suis marié quand même, hein, et j'ai des enfants, mais mes enfants sont partis de la maison, donc je lis des bouquins fonctionnels. Et alors, ma femme et moi, on n'a que 2 points communs, c'est nos enfants et la marche à pied. Donc, voilà. Et alors, on continue? Pour terminer, nous aurions aimé faire plus ample connaissance par un petit portrait chinois. Si vous étiez une matière d'école, vous seriez... Le néerlandais. Si je n'avais pas eu le nez cassé à 18 ans, hein, et à 18 ans, je parlais comme ça, si je n'avais pas eu le nez cassé, je serais devenu professeur de néerlandais. Mais en parlant comme ça, je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je sais pas, hein? Et donc aujourd'hui, je suis bien content de ne pas être professeur de néerlandais, parce que je crois que je fais quelque chose de plus intéressant, surtout que les jeunes n'aiment pas trop le néerlandais souvent. Du moins certains. C'est une classe d'anglais, en fait. Voilà. Très bien. Si vous étiez un sport, vous seriez? Ah ben le sport que j'ai pratiqué, c'est le squash. C'est quoi? Le squash, t'as une petite balle en caoutchouc comme ça, un peu dure, et t'es dans une pièce avec les murs fermés, hein, et alors tu tapes comme une bête. Et qu'est-ce que j'aime bien dans le squash, c'est que c'est un effort très impulsif comme ça, hein, il faut bondir pour aller faire la balle, mais c'est très court, parce que tu ne sais pas faire 3,50 m, hein. C'est très court, et alors c'est avec le poignet, comme au ping-pong, tu vois, et si tu places bien ta balle, l'autre ne saura pas la récupérer. C'est fatigant, mais c'est gai. Si vous étiez un livre, vous seriez? Alors moi, j'ai un livre fétiche chez moi qui s'appelle L'éloge du rien, de Christian Bobin. C'est un livre de 37 pages à peu près que tu lis en un quart d'heure, parce que c'est un petit livre écrit grand. Et en fait, c'est L'éloge du rien, et en fait, je l'ai lu 700-800 fois à peu près. Et chaque fois, j'y trouve des choses différentes, c'est-à-dire que je suis convaincu que ce livre-là, moi je l'utilise comme un miroir de moi. Et en fait, L'éloge du rien de Christian Bobin, à un certain âge, ça vaut la peine de lire ça. Sinon, les livres de Gounel, hein, en français, il y a beaucoup de choses à faire avec les livres. Le tout premier, c'était L'homme qui voulait être heureux. Voilà. Hein, et le deuxième... C'était Les dieux voyagent incognito. Voilà, j'ai des profs de français qui font travailler ce livre-là. Mais on a eu la chance de l'avoir ici dans le nord de la France, parce qu'il est venu à la librairie Vauban faire une conférence, une conférence sur la sortie de son dernier livre, qui était là où... Le trésor est en toi, quoi, oui, voilà, tout à fait. Et pour moi, c'est une synthèse parfaite, ce bouquin-là, de tout plein de choses. Hein, c'est super intéressant. Si vous étiez un film, vous seriez? J'ai du mal à dire. Enfin, quand j'étais jeune, il y avait un film qui m'avait plu à crever, c'était La Luna, de je ne sais plus qui. Il me semble que c'était avec Gilles Kleber. Mais je ne suis pas très film. Si vous étiez une qualité, vous seriez? Je pense... tout plein.
Alors on me dit souvent la convivialité. La convivialité. Être sympathique avec les gens, être ouvert, tu vois, les accueillir. À l'inverse, un défaut. L'impulsivité, ça c'est sûr. Je suis impulsif. En fait, souvent, je dis les choses avant d'avoir réfléchi. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Hein? Par contre, de temps en temps, il faut dire les choses, on est d'accord. Mais il faut mieux réfléchir avant de les dire, c'est un peu ça. Si vous étiez une méthode de travail, vous seriez efficace. L'efficacité, c'est tout mon truc, moi, c'est ça, quoi. Moi, il faut que les choses aillent vite, que ça soit bien fait, mais vite. Tu vois? L'efficacité, c'est un sujet qui, en fait, je dis dans ma deuxième vidéo que l'efficacité génère toute une série de bonnes choses, hein. De la satisfaction, du plaisir, de la force, de la puissance, de l'énergie, hein, de la motivation et de la confiance en soi, c'est pas rien. Hein. Donc c'est ça l'idée. Eh bien, je vous remercie sincèrement de m'avoir invité. Hein, c'était super sympa en tout cas. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Merci Monsieur Bouzet d'avoir réalisé cette interview. C'était un plaisir. Cette émission radio a en plus été le résultat concret de tout un investissement de projet de classe. Nous retiendrons votre phrase lue sur votre site internet. Si tu apprends à un enfant à gérer ses apprentissages, il apprendra toute sa vie et il restera libre. Wouh! Vous connaissez la phrase c'était pas Oxfam, c'était l'île de paix qui disait si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour, si tu l'apprends à pêcher, il mangera toute sa vie. Hein? Et moi, c'est l'idée, c'est qu'en fait, si tu apprends à gérer tes études à un certain âge, tu apprendras toute ta vie de l'année, quoi. Allez, merci à vous en tout cas. À nous d'utiliser tous ces conseils pour gérer au mieux notre parcours scolaire. Et pour les personnes désireuses d'aller plus loin, nous pouvons les renvoyer sur votre site cognosco.org. Voulez-vous ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voudrais rajouter une chose parce que je discute avec des gens un peu comme vous. Et en fait, j'ai eu une réaction il n'y a pas longtemps d'une prof qui me disait, vous leur avez expliqué les trucs là, et alors ils croyaient que ça allait être la recette miracle. Qu'avec ça, ils ne pourraient plus rien faire et tout irait. Non, maintenant vous avez la clé, mais maintenant il faut l'utiliser sur la porte, quoi. C'est un peu ça. Hein, ce n'est que la clé, mais il faut l'utiliser sur la porte. C'est-à-dire que maintenant, hardi les petits gars, tout le monde sur le pont, quoi. Hein, c'est un peu ça. Un tout grand merci en tout cas. À très bientôt sur AM Radio, la radio école qui décolle toutes tes infos pour arriver jusqu'à vous.